Donc, je me présente, moi je suis Thierry Roche, je travaille à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent la plaquette? Personne? D'accord. OK. Donc moi je travaille à la Chambre, je travaille sur le photovoltaïque, il y en a pas mal autour. Je travaille sur la modernisation des bâtiments d'élevage. J'ai essayé de faire moins fort pour ne pas déranger tout le monde, vu qu'on est en petit comité. Je travaille sur la plaquette de bois depuis 2011, sur l'utilisation et la valorisation des haies de faible valeur sur l'exploitation. On va essayer de valoriser tout ce qui pousse sur l'exploitation. Donc l'origine, en fait, est liée aux fortes sécheresses qu'on a eues pendant plusieurs années. Et la demande des agriculteurs, c'était de trouver une solution pour économiser l'achat de paille. Donc on a pas mal d'exploitations dans le Puy-de-Dôme où on n'est pas autonome en paille. Donc trouvons des solutions. Valorisons ce qui pousse sur l'exploitation, donc les haies, pour pouvoir, en cas de coup dur, ou en cas, après on peut commencer par le cas de coup dur, mais aussi on peut continuer sur la durée à la valoriser. Donc notre travail a été de vérifier comment cette plaquette peut être utilisée et toutes les caractéristiques et les conditions pour arriver à la produire sur l'exploitation. Voilà. Donc nous, on s'est vraiment attaché à valoriser ce qui produisait, ce qui était produit sur l'exploitation. L'idée, c'est pas de faire acheter du bois à un agriculteur pour faire de la plaquette. L'idée n'est pas de commercialiser, même s'il y en a qui le font. L'idée n'est pas de commercialiser de la plaquette issue des haies pour alimenter des chaudières industrielles. Mais ça se fait quand même. Voilà. Donc, nous, à notre niveau, Chambre d'agriculture, l'idée, c'est que les gens soient capables de le faire de manière autonome. Donc, on les aide, on les accompagne à travailler les chantiers collectifs, essayer de grouper, parce qu'on a des petits volumes, souvent, et sur ces petits volumes, il faut arriver à attirer des opérateurs qui sont capables de mécaniser l'action, quoi. Voilà. Voilà, je veux dire, l'objectif pour nous, c'est de vous montrer un peu comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, quel est l'intérêt, et d'aider les agriculteurs. Voilà. Il y a des agriculteurs là vous êtes agriculteur? Sur quel département? Là? Cantal. D'accord. Ok. On a des collègues de la Chambre d'agriculture du Cantal qui y travaillent. Il y a même un GIE. Vous en faites partie? Non? Ok. Il y a des gens qui se sont groupés, des agriculteurs qui se sont groupés pour mettre le matériel et même de travailler autour des collectivités pour vendre la plaquette. Ils sont toujours en avance, les Cantalous. D'autres? Non? Ok. Bon, on continue. Tu veux peut-être te présenter? Donc on va co-animer cette conférence. Donc moi je suis de la Chambre d'agriculture de l'Ain et j'ai la même fonction que Thierry, donc à savoir le conseil en énergie et pour ce qui est du bois, plaquettes soit énergie, soit plaquettes pour litière dans les élevages. Donc on va poursuivre. Vas-y, je te laisse, tu as la parole. Donc voilà, quelques ordres de grandeur sur la haie. Il faut avoir à peu près en tête qu'1 km de haie haute, c'est-à-dire en fait type futée, on est autour de 60 à 80 tonnes de matière sèche sur pied. Les produisent à peu près 1,3 de plus que le bois de forêt, tout bêtement parce qu'en fait on exploite la totalité de l'arbre, c'est-à-dire tronc plus branche, ce qui est rarement le cas en forêt où on se cantonne principalement sur le tronc et éventuellement les branches charpentières. En 10 ans, donc, on a un taux de renouvellement du bois sur une haie sur 1 km entre 2 à 3 tonnes de bois.
hein, c'est-à-dire c'est le taux de renouvellement, c'est-à-dire le taux de croissance en fait, que la haie peut avoir. La production, elle est effectivement liée en fonction effectivement, du sol, principalement, bien sûr des conditions atmosphériques, climatiques, et puis du type de haie, c'est-à-dire si on est sur des futaies, sur des taillées basses ou des CP. Donc, en fonction de comment vous conduisez vos arbres, en fait, la production est variable. Donc, c'est le petit encart en dessous, c'est ce que je vous disais par rapport aux forêts, hein, c'est-à-dire que 30 à 40% de branchage de faible diamètre, hein, ça peut être valorisé effectivement dans le bois de haie. 50 à 60% de bois de chauffage, c'est les branches, et 5 à 10% de bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, voilà, les haies, ce n'est pas du tout prévu pour faire du bois d'œuvre, hein. C'est avant tout pour faire soit du bois de chauffage, soit de la plaquette litière. Comment on peut les valoriser? Bûches, piquets, et puis dans notre cas de figure, ce qu'on va, on va dire, accentuer, ce sera les plaquettes qui valorisent effectivement une grosse proportion de sections faibles. On réillustre un petit peu le propos de tout à l'heure, c'est-à-dire une haie basse taillée tous les ans, l'exemple du charolais, on n'a quasi pas de production, on va dire, de bois à utiliser, puisqu'on on a une faible croissance. Sur les haies arbustives, donc type CP, mais coupées régulièrement, on a effectivement une production annuelle de 5 à 1 mètre cube pour 100 mètres tous les ans. Et comme on ne laisse pas pousser les arbres très hauts, on peut effectivement faire des récoltes assez régulièrement, entre 10 et 15 ans. Et donc, quand on coupe la totalité de la haie, on va retirer entre 6 et 12 mètres cubes de plaquettes pour 100 mètres de haie. Et puis, les entre guillemets, les plus intéressantes, tant sur la production de bois, mais aussi d'un point de vue environnemental, c'est les haies arborées avec ou taillis sous futaie, où on a effectivement une partie d'arbres recépés et une partie qu'on laisse effectivement grandir, où là, la production annuelle, c'est entre 1 et 2 mètres cubes de plaquettes tous les 100 mètres, pour 100 mètres tous les ans. Et par contre, effectivement, on est obligé de les laisser un peu plus longtemps croître. Donc, en fait, ce sera des récoltes entre 25 et 30 ans pour produire entre 25 et 65 mètres cubes de plaquettes pour 100 mètres. Et puis, deux autres types de haies. Donc, les bords de cours d'eau, les récipies, qui, elles, sont extrêmement productives parce qu'en fait, elles ont l'eau à leurs pieds, et on a aussi des espèces particulières, hein, d'aulnes, voilà, d'espèces à forte croissance, où la production, c'est entre 3 et 5 mètres cubes de plaquettes tous les 100 mètres. Une récolte assez courte, hein, entre 15 et 20 ans, avec des productions assez conséquentes, 50 à 85 mètres cubes de plaquettes pour 100 mètres. Donc, c'est effectivement ces haies qui sont les plus productives, mais tout bêtement parce qu'on a des espèces spécifiques de cours d'eau et on n'a pas de limite en matière d'alimentation hydrique de ces arbres. Et puis, dernier type de haies, c'est les haies en futaie ou à auger, donc qui sont principalement constituées d'arbres à auger, où là, la croissance, c'est entre 0,2 mètres cubes de plaquettes par arbre et par an. Et là, on est sur de la taille tétard, c'est-à-dire qu'en fait, on va exploiter toute la partie aubier, pas aubier, branche. Et il faudra effectivement, et on peut le faire que sur certaines espèces.
Le frêne s'y adapte bien à ce type d'exploitation. Une récolte tous les 15 ans et effectivement, on a une production entre 50 et 56 mètres cubes pour 100 mètres de haies. Alors en sachant qu'on a des arbres qui sont à peu près distants de 8 à 10 mètres les uns des autres, quoi. Je laisse la suite, Thierry. Oui, je vais partager avec toi. Donc, sur cette, pour compléter ce que disait Jean-Daniel, c'est que sur les exploitations, on est en capacité à vérifier et à apporter un message en fait par un diagnostic bocager du volume de bois qui peut être disponible, voilà, disponible dans la durée surtout, quoi. Parce qu'il faut penser quand même à ce que peuvent apporter les haies et leur intérêt. Et donc là, on est sur de l'entretien, de la gestion et de la valorisation. Voilà. Donc simplement des notions importantes parce que dans le bois, on pense souvent bois d'œuvre et on pense souvent bois plein. Nous, on parle beaucoup en MAP, en mètres cubes apparents de plaquettes. C'est notre base un peu de production. En fait, c'est des tas comme ça, quoi. Et donc, voilà, un MAP, donc un mètre cube de bois plein, c'est à peu près 2,6 MAP. Voilà, ça vous donne un ster, c'est 1,7 MAP. Donc ça, c'est des chiffres qu'il faut retenir. Un MAP, c'est en gros 0,6 ster, 300 kg, 85 litres de fuel. C'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour les agriculteurs de le valoriser. Les MAP, il nous faut à peu près 4 MAP pour faire une tonne de paille. Ce sont des chiffres par rapport à la capacité de pompage du bois par rapport à la paille. Donc tout ça, enfin on verra après. Donc un MAP, c'est à peu près 15 branches de 10 cm ou 50 tiges de noyer. Moi je dis souvent un diamètre de 10-15 cm sur 10 mètres ou 15 mètres de haut, ça nous fait notre MAP. C'est toujours la difficulté d'avoir un volume sur une exploitation ou sur une zone. Voilà. Donc on est toujours sur de l'approximatif, mais ça donne des indications. Nous, on part du besoin de l'agriculteur en litière ou en chauffage et on l'applique sur le terrain. On va aller chercher ce qu'on a besoin par rapport au type de haie qu'a l'exploitant. Ok, donc tu peux continuer peut-être si c'est... Oui, peut-être en message aussi, se dire qu'il ne faut pas sous-estimer finalement la capacité de vos haies en fait, à fournir du bois. Parce que souvent, effectivement, elles sont très peu exploitées. Elles sont pour beaucoup en sénescence, hein, c'est-à-dire que vous avez des haies qui majoritairement sont sous-exploitées, donc effectivement sont, on va dire, elles sont au-delà de la maturité, elles sont en sénescence. Il faut avoir en tête qu'un arbre, comme tout organisme végétal, c'est en le recoupant qu'il se régénère, hein. C'est comme pour la prairie, hein, vous coupez et ça se régénère. Donc on est dans le même schéma. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir en tête que la haie, c'est le même principe. Ok, et souvent, c'est une question des agriculteurs, c'est combien ça coûte, c'est normal. Donc, on a fait des comparaisons, et ça, ces chiffres-là, vous pourrez les avoir, hein, on vous les fournira, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, on compare, là, dans le cas présent, si vous voulez, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est il faut avoir un coût d'exploitation inférieur à 20 € du MAP, d'accord? Voilà, parce que 4 MAP, une tonne de paille, 4 x 20, 80. Voilà, c'est pas pour ça qu'on fait moins 20, mais c'est parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, on travaille avec le réseau d'Écuma. Aujourd'hui, on a comparé mécanisé avec un grappin coupeur, mécanisé avec un broyeur, et par rapport à des choses faites par l'éleveur lui-même, toujours en utilisant le broyeur et le grappin, mais en faisant tout à la tronçonneuse, quoi. D'accord ? Donc on a comparé mécanisé, tout mécanisé, on va dire, ou mécanisé uniquement sur grappin et broyeur. Globalement, on arrive à peu près au même montant, d'accord ? Globalement, là, dans le cas présent, moi, sur le Puy-de-Dôme, j'arrive à des taux à 15... Enfin, on arrive à des prix à
quand on fait le chantier tout en même temps, dans nos chantiers groupés, on fait coupe, broyage, tout en même temps, enfin tout en même temps, l'un après l'autre, mais dans le même moment, on arrive à 15 € du MAP, sortie machine. Donc après, un coût de transport, un coût de stockage, voilà. Donc on met les coûts, quoi. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des opérateurs avec qui on peut jouer le jeu et on peut travailler pour les agriculteurs. Voilà, donc ça, c'est des chantiers groupés. Je ne suis pas persuadé que si l'agriculteur le fait tout seul de son côté, avec un petit volume, on a plus de mal à avoir des prix comme ça. D'accord ? Bon, à retenir, voilà, en dessous de 20 €, c'est l'objectif avec le bois de l'exploitant. Voilà, donc, et là, bon, ça c'est des chiffres, hein, on peut leur faire dire plein de choses aux chiffres. Là, on est sur 120 mètres cubes, un petit chantier. Vous voyez, on est sur du non mécanisé avec 34 heures. On va être plutôt sur 15 heures avec le broyeur et tout ce qui s'ensuit, quoi. L'objectif avec ces outils-là, c'est que c'est conçu pour. Donc la main-d'œuvre, il y en a beaucoup moins. Et puis, c'est bien géré et c'est bien, c'est bien géré et on fait ça propre. Voilà. Il ne faut pas de pierre, il ne faut pas de ferraille, il ne faut pas de tout ça dans les broyeurs, quoi. Donc là, c'est un peu le... Ça, c'est les gars de l'Ain qui ont été beaucoup plus précis que nous. Ils y ont fait on va retrouver quand même les chiffres qui sont de la diapo précédente, si ce n'est que on a fait ces tableaux à partir d'une trentaine de chantiers sur le département de l'Ain. Ce qu'il faut retenir au-delà des chiffres, c'est que plus vous avez une haie dense, moins votre coût d'exploitation sera élevé, hein. C'est-à-dire que votre grappin coupeur se déplacera sur des faibles distances et travaillera des volumes plus conséquents. Broyeur, plus vous aurez des sections élevées, plus effectivement il travaillera rapidement. Donc ce que je vous disais, la répiscive, qui est une haie fortement productive, ben, effectivement, c'est elle qui a les coûts d'exploitation les plus faibles parce qu'effectivement, on a une densité au linéaire beaucoup plus conséquente. Après, on avait caractérisé bocagères et bosquets et forêts. Donc là, même chose, bosquets et forêts. En fait, c'est souvent les bordures de forêt. Donc en fait, vous faites beaucoup de linéaires, mais en fait, vous exploitez peu de bois. Et dans ces cas-là, effectivement, vous avez un surcoût d'exploitation. Après, il faut avoir en tête que vous avez des variations assez conséquentes, hein. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la répiscive, hein, vous êtes en moyenne à 12 € du mètre carré, hein, mais par contre, vous avez une variation entre 9 et 15 € du mètre cube de bois en fonction des chantiers, hein, et en fonction de la longueur du chantier. Là, les tarifs que je vous annonce, c'est machine, rendu, chantier. Par contre, on ne tient pas compte du séchage, hein, c'est-à-dire que c'est broyage mis en benne et après toute la partie évacuation, transport vers l'exploitation et séchage n'est pas prise en compte. Bon, pour faire simple, il faut d'une part des haies productives, d'autre part bien organiser son chantier. C'est-à-dire plus il est bien organisé, moins vous perdez de temps et plus votre matériel est efficace. Mais je redis ce qui vient de se dire juste avant. Oui. Eh bien voilà, on en est à l'organisation. OK. Bon, on va passer, mais globalement, comme tout chantier d'ensilage, comme tout quoi. Parce que les machines sont au coût rotor. Le broyeur, enfin chez nous par exemple, la Cuma, elle est à coût horaire rotor. Donc plus on est organisé, c'est vrai, plus on a de gros bois, mieux c'est parce qu'on fait du volume. Mais l'idée générale n'est pas celle-là. L'idée, c'est quand même de faire l'entretien de l'ensemble de types de haies qu'on a. Voilà. Donc on valorise tout. Et on valorise jusqu'à la brindille. C'est ça l'intérêt, quoi. D'accord ? Donc là, on attire l'attention sur le coût. C'est organisation de chantier, typologie de bois,
qui fait. Et puis, pour moi, grouper les chantiers, parce que voilà, ça me paraît important que les agriculteurs, pour attirer des opérateurs, eh ben, il faut qu'il y ait du volume, quoi. Surtout quand ils le gardent, la plaquette, parce que nous, l'idée, c'est qu'ils gardent la plaquette. Bon, écoutez, vous l'avez lu, j'ai rien de particulier, quoi. Voilà, donc on l'a déjà dit, il faut que ça soit bien rangé, les houppiers avec les houppiers, les troncs avec les troncs, parce que ça va être repris par une machine, quoi. Voilà, donc plus c'est simple. Ok, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des marquages de coupe. Voilà, on dit ce qu'on coupe, ce qu'on garde, comment on le garde. Voilà, et si on coupe au pied, ou si on fait du tétard, ou on fait de l'élagage, ou on fait tout ça. Donc ça, on fait ce marquage pour avoir une haie gérée. Ok. Donc là, bon, ça, c'est des exemples sur le Puy-de-Dôme d'agriculteurs qui en font depuis des années, qui, par exemple, eux, ils font la coupe tronçonneuse et ils font passer le broyeur. Ils font 400 maps chaque année. Voilà, donc le coût du broyage, en gros, à 5 € du MAP, c'est plutôt un bon prix. Ça date de 2022-23, un truc comme ça. Voilà, donc sur leur pratique, là, on rentre dans la litière, sous-couche, et puis après, paillage. Et après, ils reviennent en fonction du volume, ils replaquettent. Voilà, chaque pratique a un peu ses... chaque agriculteur va avoir sa pratique. Voilà, donc globalement, après, voir le bilan financier de cette affaire-là, globalement, le gars, là, il a économisé sur ses vaches à peu près sur l'année, sur l'hiver, 5500 balles par an par rapport à l'achat de la paille. C'est pas avec ça qu'on révolutionne, hein, mais on a aussi entretenu ces haies. Voilà, surtout que là, dans le cas présent, c'était une zone où il y a eu du remembrement, et donc il y avait beaucoup de bois, il y avait beaucoup de parcelles à reprendre, et donc, il avait du volume et il fait ça. Voilà. Donc, voilà. Donc pour nous, dès qu'on est au-delà des 80 balles, 100 balles de la tonne, je veux dire, de paille d'acheter, et ben, voilà, ça devient intéressant, quoi. Et puis après, il y a la volonté de l'agriculteur d'entretenir. On sait bien que des haies, et ben, si on ne les entretient pas, elles s'élargissent, elles dégénèrent et ça pose des problèmes de travail et de productivité aussi des parcelles. Donc l'idée pour nous, c'est bien de valoriser, d'entretenir, d'être résilient vis-à-vis de la cour de la paille. De la paille à 140 balles, ben, on en a déjà eu. Donc ben, si une année on peut faire ça, ben, voilà, on s'économise ces risques, quoi. Et aussi sur l'aspect travail, on a pu noter qu'on diminuait quand même les temps de travaux avec la paille, qui est un produit dur plein, et par rapport à la paille qui est un produit creux. Grande différence sur l'utilisation auprès des animaux. Ok, on continue. Séchage, donc les points de vigilance, alors surtout, enfin, que ce soit sur plaquette énergie ou plaquette paillage, vous ne récupérez pas les urines, tout ce qui est on va dire liquide sur un produit qui est déjà humide, hein. Donc il faut avoir bien en tête que la plaquette doit être bien séchée, c'est-à-dire entre 15 et 20% de matière humide, ce qui sont les mêmes pourcentages que ce soit pour l'énergie, hein, ou les litières. Calibrage de la plaquette, effectivement, il n'y a pas forcément une nécessité, mais si on peut avoir effectivement de la plaquette qui est supérieure à 3 cm, voilà, ça permet, voilà, de meilleure stabilité, puis de ne pas se mettre dans les pieds, enfin, voilà, des animaux. Le séchage, en fait, on n'est pas comme sur du bois, comme sur de la bûche. En fait, on est sur un séchage particulier, c'est-à-dire qu'en fait, on met l'état en forme. C'est du bois humide et c'est finalement le bois en tas humide qui va s'échauffer, en fait. Il va y avoir une réaction, entre autres avec des champignons, qui vont permettre l'échauffement du bois et qui va évacuer en fait l'humidité du bois, qui va le transformer en vapeur et se sortir du tas. Ça, c'est une première étape de desséchage, hein. On est grosso modo
sur un bois qui est entre 85 et 75%, on tombe à 50%, 45 à 50%. Puis après, c'est effectivement comme pour les bûches, en fait, c'est la ventilation qui va finalement éliminer le reste de l'humidité du bois. Ce qui est important, donc c'est monter en température, effectivement, toujours bois vert. Vous n'aurez pas ce mécanisme sur du bois sec. Et puis après, il faut l'entreposer dans un espace à l'abri des intempéries et de l'humidité. Donc stockage à l'abri extérieur, voilà, en tas conique. Il n'y a pas d'éléments particuliers. On peut, si on n'a pas de hangar, effectivement, utiliser des bâches. Voilà, mais on ne va utiliser les bâches qu'après la phase d'échauffement. Parce que sinon, on va piéger l'humidité sous la bâche. Après, on peut avoir des bâches semi-perméables qui vont effectivement permettre à ce que la vapeur d'eau puisse s'évacuer en aérien. Donc, pas remuer l'état, parce que c'est vraiment pendant au moins 3, voire plus d'un mois, pour que la fermentation puisse se faire. Pas de risque, là aussi, d'inflammabilité. Voilà, on est sur des températures quand même relativement basses, 60 à 80 degrés pour le cœur du tas. Voilà, et effectivement, éviter les présences des feuilles, mais bon, c'est possible que, quand on broie, on ne choisit pas forcément la période. L'idéal pour éviter les feuilles, c'est de couper, laisser 3 semaines. À ce moment-là, la feuille va sécher, et quand on reprend finalement le bois, la majorité, 80% du feuillage tombe au sol, quoi. Oui, mais on est aussi dans la vraie vie de l'exploitation, c'est jamais toujours aussi évident. Donc après, pour nous, quand on a une chaudière sur l'exploitation, mais ça les agriculteurs le savent, ils font les chantiers une année à l'avance. Ils ont des fois des stockages de plaquettes d'une année à l'avance, mais comme pour le bois bûche, quoi. Nous, alors après, quand on est sur de la litière, c'est un peu différent, parce que qu'il y ait de la fine, qu'il y ait des choses comme ça, peu importe, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça va passer quand même, quoi. Voilà. Mais donc là, je crois que ce qui est important pour nous, en termes de conseils, un gars qui débute sur cette stèle-là, on va déjà vérifier est-ce qu'il peut le stocker à l'abri. C'est mieux. S'il ne peut pas, on le met dehors avec une bâche. Voilà. Le dôme, il faut que ça monte en température, il faut que ça s'assèche le plus rapidement possible. Je ne vous cache pas, il y a des agriculteurs qui le laissent comme ça dehors. Ça prend l'eau, on a plus de pertes, on a une humidité un peu moins bonne, mais ça se fait bien. Ça se fait, quoi. C'est pas l'idéal, mais ça se fait. Et on peut le stocker à côté du foin, c'est pas un souci. Voilà, même si ça fume. Oui, là c'était un exemple sur la litière malaxée. C'est un agriculteur qui fait ça parce qu'il a volonté de ne plus utiliser la paille, et il utilise de la plaquette, il utilise du miscanthus, il utilise de l'engrais vert, pas de l'engrais vert, des fourrages, des déchets verts. Voilà. Donc c'était juste pour étayer le fait que la plaquette, elle peut s'utiliser comme ça, ou elle peut s'utiliser avec d'autres outils. Bon, on va passer, c'est pas l'idée, voilà, mais l'idée c'est que là, dans le cas présent, avec ce système de litière, il avait réussi à économiser, à acheter moins de paille, 60 tonnes de paille. Voilà, donc dans le cas présent, l'agriculteur a de la plaquette, les agriculteurs ont du bois, il a du bois, mais il en récupère beaucoup autour. C'est aussi un fait, ça. C'est quand les agriculteurs commencent à récupérer, en général, les voisins, les machins, ils récupèrent facilement des fonds de billons parce que le marchand de bois ne va pas tout récupérer. Lui, il le récupère, il le valorise. Voilà. Donc, on a des exemples, on a des résultats aujourd'hui qui nous confirment que l'intérêt du bois est là, quoi. Elle est présente, quoi. Ok. Bon, si vous avez des questions là-dessus, on pourra en discuter, quoi. Je pense qu'il est aussi intéressant, c'est le constat de l'éleveur quant aux résultats techniques du troupeau. Donc, il n'y a pas d'incidence sur le troupeau.
on a moins de mammites, moins aussi de cellules et pas de problème de pattes. La partie sanitaire, ce qui est intéressant dans la plaquette, c'est qu'en fait, la litière ne monte pas en température. Froide. Voilà, on a une température qui est beaucoup plus basse qu'une litière paille. Une litière paille s'échauffe en fait sous les animaux et c'est humidité plus température un peu plus élevée qui font que les germes vont se multiplier. Or, pour ce qui est de la litière bois, en fait, on constate, mais ça c'est récurrent, que les températures sont beaucoup plus basses qu'une litière paille. D'où le fait effectivement d'avoir un peu moins de problèmes sanitaires. Donc là, bon, c'est un peu de... Ouais, après, c'était des conseils de l'éleveur, là. Sur lui, comment il a fait, quoi. Bon, mais ça, c'est pour des gens qui veulent utiliser plus de paille, quoi. Hein. Donc, on le sait, hein, le triptyque, en fait, de la litière malaxée, avoir de la surface, avoir un chien électrique pour pousser les animaux, et puis la matière première la plus sèche possible, quoi. Voilà. Et puis, bon, il le dit pour pouvoir stocker la matière première. Bon, dans le cas présent, faut faire attention sur l'utilisation de la plaquette, mais on va le voir, j'y pense tout de suite. Mais la plaquette sur caillebotis n'est pas à utiliser. D'accord ? Air paillé avec caillebotis, on n'utilise pas. Parce que ça tombe dans les caillebotis et après, c'est la décomposition dans la fosse. Donc, ce n'est pas la peine d'aller faire. Ok, on continue peut-être là, mais ça, c'était ta partie là. Oula. Et donc, la technique d'utilisation, alors souvent, on aime bien des recettes sur comment faire. En fait, il n'y a pas de recette. Hein, c'est plutôt, on va dire, les techniques, on va dire, d'application des plaquettes litières. En fait, elles sont souvent liées, d'une part, à ce que vous avez disponible, si vous avez que du bois ou si vous avez du bois et de la plaquette, votre matériel aussi pour, on va dire, mettre en place la litière. Donc, il n'y a pas de recette particulière. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs types qui peuvent effectivement être employés et qui donnent toujours de bons résultats. Donc, il existe effectivement des gens qui vont travailler qu'avec de la plaquette litière bois en monocouche. Hein, et donc, il faut remettre régulièrement la plaquette et voir l'aérer, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la plaquette se tasse et à un moment donné, elle perd son intérêt d'absorption. Donc, vous la réaérez avec éventuellement un coup de chisel, hein, tout bêtement, hein, de telle manière, effectivement, et à ce moment-là, elle refait son effet absorbant. Donc, multi-couche, ben, c'est effectivement une couche un peu faible, un peu plus faible, la première, donc 10 à 15 cm. Et après, on remet des couches successives. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'objectif, ce n'est pas d'appliquer une couche uniforme. Les animaux se déplaçant en fait dans la stabulation ont la capacité de finalement étendre eux-mêmes les plaquettes. Moi, j'ai déjà vu effectivement poser des tas et finalement, une semaine après, tout est à peu près à la même hauteur en fait. Les animaux se sont déplacés et finalement ont brassé la couche et on a une couche uniforme. Il existe aussi des façons de faire avec effectivement une monocouche au départ très absorbante, puis après on repaille par-dessus. Et puis on a aussi le cas où finalement on fait un peu des lasagnes, c'est-à-dire en fait on fait une couche bois, une couche paille, une couche bois, une couche paille. Voilà, et c'est vraiment, il n'y a pas de règle, tout marche très bien. Il faut juste savoir comment on fait soi-même et avec le matériel que l'on a, quoi. L'objectif, c'est aussi de gagner du temps et d'avoir finalement une couche litière qui soit la plus saine, propre pour les animaux. C'est-à-dire qu'il faut... Le but, c'est quand même que les animaux soient le plus propres possible. Là, c'est ces fameuses 4 techniques différentes avec effectivement un ordre d'idée des volumes de mètres cubes par UGB. Donc voilà, on a, quand on a un monocouche, voilà, ça peut aller de 2 à 5 mètres cubes, ce qui est assez conséquent. Et puis, plus on va alterner
les matériaux, moins on aura besoin de quantité de bois. Le nombre d'apports, eh bien, effectivement, il est variable en fonction de ce qu'on souhaite. Et puis, plus on utilise de bois, moins on utilise de paille. Voilà, c'est un peu les éléments qui sont décrits dans ce tableau. On avait effectivement, là c'était lié à une enquête en fait, et les pratiques qui étaient appliquées, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de technique particulière. Ça a été fait dans les Pays de Loire, ça. On avait donc 9 agriculteurs qui faisaient de la monocouche, 22 qui faisaient de la multicouche, en fait, sans paille, 18 qui faisaient une application en couche, première couche bois, puis après paillage paille derrière, et puis on en avait 15 qui finalement faisaient un type lasagne, c'est-à-dire une couche bois, une couche paille, une couche bois, une couche paille. Dans tous les cas, ils étaient tous très satisfaits. Simplement, effectivement, voilà, vous voyez qu'on a finalement, les techniques sont assez bien équilibrées les unes par rapport aux autres. En matière de bien-être animal, donc on a effectivement une litière qui est plus stable, hein, qui résiste mieux au piétinement. Donc elle peut être utilisée sur les zones très sollicitées. D'un point de vue couchage, les animaux donc apprécient effectivement la litière bois. Il n'y a pas de problématique particulière. On revoit l'histoire effectivement des tailles des plaquettes. Voilà, l'idéal, c'est quand même de privilégier des plaquettes entre 2,5 et 3 cm. Voilà, et plus c'est gros, après, à un moment donné, moins c'est confortable quand même pour les animaux. Éviter effectivement, donc plutôt travailler avec des bois blancs, des bois, éviter les résineux, voilà, parce qu'on a effectivement une partie d'épines qui peut être récupérée dans ces plaquettes. Donc il n'y a pas d'ingestion particulière des plaquettes. Les animaux ne vont pas forcément les ingérer. Au niveau des veaux, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait moins de gros nombrils. Et ça, c'était avéré. On a, pour exemple, en fait, j'avais fait une journée sur les plaquettes litières dans un lycée agricole. Et les veaux étaient en fait toujours sur paille. Et quand le chef d'exploitation a entendu qu'il y avait moins de gros nombrils sur veau, en fait, il a mis ça en place, je crois, le mois suivant, en fait. Et on s'est rappelé 6 mois, 1 an après. Et effectivement, lui-même avait constaté qu'effectivement, les veaux n'avaient pas cette problématique. Alors, c'est vrai qu'on aime bien mettre de la paille parce qu'on pense que les animaux sont finalement assez fragiles. Hein, c'est des nouveau-nés. Mais finalement, sur la plaquette, ils se débrouillent relativement bien. Alors attention, là, je vois Thierry qui hoche la tête. On est en plaine avec un climat qui est quand même moins montagnard que le Puy-de-Dôme, donc à relativiser quand même, en fonction d'où on est. Parce que, voilà. Après, voilà, sur la plaquette ne se coince pas dans les sabots. Et puis, ce que je vous disais, effectivement, c'est qu'une litière est toujours plus froide en plaquette bois qu'en paille. Donc, en période estivale, voilà, la litière sera toujours plus fraîche pour les animaux. Sur la partie, ce que je vous disais, donc gros nombril pour la partie veau, moins de mamite, voilà, litière peu odorante, peu de poussière et moins de mouches. Ça aussi, c'est des constats que les éleveurs nous ont fait.
Ouais, donc à résumer, là, enfin, ça c'est, enfin voilà, nous ce qu'on a retrouvé sur la plaquette, enfin, vous voyez bien l'idée, c'est que ça va pas changer la phase de l'agriculture, hein, l'utiliser la plaquette, mais ça va être pour moi un complément, une alternative, on a mesuré ça. Nous, les essais qu'on a pu faire avec l'INRA, avec le CIRPO, avec des gens comme ça, on a mesuré tous ces éléments parce que toute chose nouvelle, et ben, ça posait question. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 40 ou 50 ans, les gars, le bois, on l'utilisait à tout niveau sur l'exploitation. Bois-bûche, fagots de bois, tout était valorisé, quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Et donc là, bon, aujourd'hui, avec la mécanisation, on peut faire des choses. Globalement, ce qu'on a pu voir, la bonne adaptation des animaux. On a mesuré des GMQ sur des broutards pour faire des taurillons. Globalement, c'était identique. On avait cet effet matelas, globalement, on l'a que si on fait de la plaquette sèche. On a une litière qui monte moins en température, 2-3 degrés de moins. Donc c'est toujours intéressant sur des zones et ça peut permettre de retarder des fois les curages. Donc ça aide. On a toujours un pH basique. Ça, c'était une grande question des agriculteurs. Ils ont en conscience la sciure. Donc aujourd'hui, le bois pur, il est à 5 de pH. Le bois avec les fluents, on est à 8, globalement. Donc ça, on rassure les gens. On l'a croisé, et que ça soit avec de l'effluent bovin ou de l'effluent ovin, puisqu'on a mené des expérimentations sur les deux espèces. On a toujours aussi, c'est des éléments derrière des marches, par exemple, en air paillé, derrière des marches, derrière la stalle, et ben ça, souvent des zones qui sont très, très salissantes. Et ben, il y a des gens, ils en mettent 30 cm, quoi. Voilà, on va gagner du temps, ça va être les animaux mieux propres. On en met derrière les abreuvoirs, toutes les zones un peu humides, ça peut servir. Non, tu me remets là, je vais finir, après je reviendrai. Les odeurs de mouches et tout ce qui s'ensuit, ça on l'a vérifié avec l'INRA. Une bergerie, couloir d'alimentation centrale, paille, plaquette. Des serpentins là, pour les mouches, pour coller les mouches, beaucoup plus de mouches sur la côté paille. C'est une indication, on ne va pas mesurer le nombre de mouches, on ne va pas les compter, mais c'est ça. On diminue les fréquences des apports, ça nous intéresse. Moi, j'ai des éleveurs qui ont des fois des bâtiments un peu éloignés. Et ben, au lieu d'y aller tous les 2 jours pour pailler, et ben, ils y vont 1 fois par semaine ou 2 fois dans la semaine. Voilà, donc on gagne ça. C'est vrai aussi, par exemple, sur des broutards d'été qu'on va laisser dans le bâtiment, de la plaquette, ça va bien parce que ça va sécher, il va y avoir, voilà, ça va aller beaucoup moins de travail. Donc la mécanisation aujourd'hui, qui est plutôt bien avancée, on attend encore des avancées sur la qualité de la coupe, il y a des choses qui évoluent. Le guide de tronçonneuse sur un bras un peu haut, eh ben ça commence à arriver. Voilà, on est sur une valorisation du bocage et on entretient les haies. On est vraiment sur un système en fait. Ok. Sur la difficulté, quand même, on ne va pas les oublier, mais si tu veux, on peut. Sur la difficulté, c'est. Faut penser quand même qu'il faut regarder les animaux, il ne faut pas regarder la plaquette. Parce que les animaux peuvent être propres, la plaquette peut être noire, pas propre, pas beau, ça ne fait pas beau, c'est vrai. Donc là, il faut l'accepter en tant qu'éleveur, que votre litière ne soit pas belle. Mais que les animaux soient propres. Nous, en zone de montagne, il l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est petits animaux qui viennent naître, on les met sur la paille. Alors j'ai un éleveur qui en met en sous-couche et qui met de la paille dessus. Voilà, parce que pour garder de la stabilité dans la durée et essayer de faire vivre la durée de la paille. Stockage à l'abri préconisé, c'est pas toujours facile dans les exploitations d'avoir la place tout le temps. Voilà, ça coûte cher le bâtiment, même si on met du photovoltaïque dessus, hein. Donc il faut toujours organiser le chantier et anticiper la fabrication à la ferme. Donc ça, on accompagne et trouver des opérateurs adaptés au chantier. On est encore une fois sur des petits chantiers, des petits volumes. Aujourd'hui, la plaquette de bois est quand même très recherchée pour le marché industriel. Donc voilà. Voilà les points positifs, les points à retenir par rapport à l'aspect plaquette. Le point suivant, c'est, oui, je disais tout à l'heure, l'utilisation sur une exploitation, elle peut être très large. Moi, j'ai des agriculteurs qui l'utilisent
dans des bétaillères pour descendre des animaux ou monter des animaux. Ça glisse moins, ça fait moins de bruit. Il y a des gens qui l'utilisent sur des râteliers à l'extérieur. Il y a des gens qui l'utilisent sur des chemins de pâturage. Donc voilà, pour avoir des animaux qui marchent mieux. Des problèmes de pattes sur des vaches, on en a des fois quand il y a quand on a des parcelles un peu éloignées. Et ben, ça peut être une utilisation. Voilà. Les aires d'exercice, c'est vrai, dans des bâtiments où les vaches sortent et rentrent, et ben, il y a tout le temps une zone un peu dégueulasse là, et ben, la plaquette peut être un outil. Les aires d'attente, j'ai des éleveurs qui les mettent aussi sur des grosses laitières, sur des fois qui ont du mal à se déplacer des fois, enfin sur des grosses, ils les mettent sur des... Quand ils en ont plusieurs, ben, ils mettent comme pour la neige, là, pour la gravelette un peu, là, on met dessus là, pour que les vaches sur les bétons, elles puissent mieux circuler et être plus en confiance pour marcher, quoi. Bon, l'extérieur, l'air paillé, l'air bétonné, voilà, antidérapant. Donc il y a une large palette d'utilisation. J'ai même un maraîcher qui utilise la plaquette pour faire pousser les carottes, les asperges, les choses comme ça. Donc les centres équestres, les ports plein air. Donc il y a une utilisation. Ok, sur les effluents, la dégradabilité, donc on avait fait un essai avec l'INRA. En conclusion, sur cette dégradabilité de la plaquette, des grosses inquiétudes des agriculteurs. C'est vrai que de la plaquette, quand on la voit comme ça, on se dit mais comment ça va se dégrader. Donc il faut savoir que la plaquette avec l'effluent va être stockée sous les pieds des animaux, va être stockée dehors. On a des montées en température à 60 degrés. On a souvent, moi j'ai remarqué, alors quand on les sort par exemple au mois de février, enfin là dans l'exemple, on avait une sortie d'air paillé février, une sortie d'air paillé mai, avec un épandage novembre-décembre sur des prairies. Et on a suivi la vie de la plaquette jusqu'à la première récolte, en silage ou en rubanage. Globalement, la synthèse, c'est qu'on ne retrouve pas de la plaquette qui remonte dans le fourrage. Il peut y avoir de la plaquette ou des bouts de bois au niveau du sol. Voilà. On a fait des essais avec de la plaquette 3-5 cm et de l'essai avec des plaquettes de 10-12 cm. Donc c'est pas ce qu'il faut faire, hein, mais voilà, on voulait aussi mesurer ça. Et mes collègues ingénieurs fourrage de la Chambre, au départ, étaient un peu sceptiques, et même les gens de l'INRA qui utilisaient cette plaquette étaient un peu sceptiques, et on s'est rendu compte que la dégradabilité, globalement, se passe bien. Voilà. Donc après, on était sur 10 tonnes hectares, voilà. Donc, voilà, gros, après, si vous êtes intéressé, on pourra en discuter sur le protocole et tout ça. On a continué, on l'a fait sur mouton aussi, donc voilà. Donc tu peux passer si tu veux là. Voilà, sur la fertilisation, sur ce que ça apporte, c'est moins riche que la paille, certes. On amène plus de carbone. Il y a certainement un intérêt au niveau du sol d'avoir plus de carbone. Mais sur la durée, on a mesuré les rendements et la diversité de prairies. Globalement, on maintient tout ce qu'on a. Enfin, le rendement se maintient, la diversité se maintient. Pas de souci particulier. Voilà, globalement. On a une libération peut-être de l'azote un peu plus longue, c'est vrai, parce qu'il y a de la plaquette, donc c'est un peu plus long à se dégrader quand même. Mais globalement, l'impact pour une prairie, moi j'ai des agriculteurs qui l'ont mis même sans effluent pour voir un peu des bandes comme ça, et puis avec sortie d'air paillé, stockage à la ferme avant, globalement pour eux, pas un souci. C'est pas un critère de choix. Ok. Bon. Voilà, la ferti. Bon, je ne suis pas un spécialiste ferti. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'apport en fumier, sachant qu'on n'est jamais sur du 100% plaquette. Là, on était sur du 100% plaquette. On n'est jamais sur une exploitation sur du 100% plaquette. Voilà. Donc la ferti, le pH, globalement, ça se maintient. Voilà. Par rapport aux essences, moi, nous, on travaille sur du bois de haie. Donc un résineux qui n'a pas sa place dans une haie, parce que ce n'est pas là qu'il doit être, et ben il peut être tombé, et puis on le broie et on en fait, mélangé avec le reste. Voilà. On a fait des mesures de pH, de ferti, de dégradabilité, pur être, pur résineux et de plaquettes de haie, peu de différence.
Voilà. Enfin, moi, je suis agriculteur, je prends ce qu'il y a sur l'exploitation. Ok, donc voilà les rendements, globalement, peu d'impact. On voit bien que quand on ne met pas de fumier sur les prairies, par contre, ça joue. Voilà. Mais rien de nouveau sous le soleil, quoi. Voilà. Donc la dégradabilité, elle est bonne, de 5 à 8 cm. Le fumier de plaquette, globalement bois, est aussi efficace. Et ce qui est important, c'est qu'on ne le retrouve pas dans l'utilisation du fourrage après. Ok. Plaquette de bois. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Parce que là, on va passer un peu plus sur l'aspect chaufferie. Est-ce que sur la plaquette, on a été top? Vrai, top, vrai? Non, mais posez-moi une question, comme ça j'aurai l'impression que vous ne dormiez pas. Non? Ok, si. Ça, c'est gentil. Non, pas du BRF, nous, BRF. Après, le BRF, c'est plus un bois déchiqueté, quoi. Donc, nous, on aime bien le bois qui est... Enfin, je ne suis pas un spécialiste du BRF, mais après, on arrive à faire de la plaquette avec les machines là qu'on a, là. On peut arriver jusqu'à de la P17. On a la P30, P45, même du plus gros en P65, je crois qu'ils font. Nous, ce qui nous intéresse, on est plutôt entre la 30 et la 45. Mais on a des gars qui font de la 17, par exemple, pour le maraîchage. Il fait de la 17, là. Voilà. Donc après, il faut se poser la question, quel est l'intérêt pour l'animal d'avoir de la trop petite? C'est peut-être un petit peu plus matelas, fait encore que je ne suis pas persuadé que ça a un vrai apport pour les... Par exemple, à l'extérieur, moi j'aime bien de la 40, quoi. P40, P45, un peu plus grosse, plus stable, voilà. Et puis ça fait vraiment protection vis-à-vis de la boue dessous, quoi. Voilà. Tout ce qui est en zone extérieure, on met la plaquette avant l'humidité, d'accord? Pour pas que la boue remonte. Ramener de la plaquette au milieu de la boue, c'est pas terrible, ça va pas servir. Ok, donc BRF peut, enfin voilà. À part, moi j'ai cette expérience de maraîcher là qui l'utilise bien et il la stocke dehors par contre, parce qu'il a pas, c'est un jeune qui débute, il n'a pas forcément la place, donc on s'adapte en fait. La différence entre BRF et plaquette litière, c'est d'une part, effectivement, c'est la section qui est différente. Donc, tu as une proportion de bois et d'écorce, on va dire en BRF, plus conséquente que sur plaquette, puisque là, on va aller chercher plutôt le bois. Après, ce n'est pas du tout les mêmes usages. D'un côté, on est sur un paillage pour empêcher principalement les adventices de pousser. Hein. Donc, on n'a pas besoin qu'elle soit séchée. On est sur quelque chose d'humide. Alors que nous, ce qu'on attend impérativement, c'est de pouvoir sécher cette plaquette, donc avec l'élévation de la température, pour effectivement que ce bois sec ait cette capacité de pomper l'humidité, donc entre autres des urines, des éjections animales, quoi. Donc on est vraiment sur deux choses différentes et deux produits différents. Ouais, et puis plus on coupe petit, plus ça coûte cher. Plus le chantier est long, donc voilà. Donc, mais bon, c'est. Mais avant tout, moi j'ai un agriculteur qui l'utilise aussi, même il le stocke dehors, il utilise le dessus pour ses massifs, les plantes, les choses comme ça, par rapport à tout ce qui est éviter les mauvaises herbes, quoi. Voilà, donc on valorise tout, quoi. Ok. Sur la plaquette de bois, on incite nous aussi les agriculteurs parce qu'en gros, globalement, les agriculteurs, ils ont tout pour faire du chauffage. Ils ont la place, ils ont souvent des surfaces de bâtiments relativement importantes en termes de maisons d'habitation quand c'est des maisons de ferme. Enfin, voilà. Ils ont souvent les parents qui sont pas loin. Donc on peut chauffer des surfaces relativement conséquentes. Voilà. Et souvent, c'est des maisons qui ne sont pas bien isolées. Voilà. Et ils ont le matériel, ils ont les tracteurs pour trimballer la matière première. Donc je trouve que c'est quelque chose, pour moi, en synthèse par rapport à ce qui a été présenté, là, ce qui va être présenté, c'est que quand on doit changer sa plaquette chez un agriculteur, enfin changer sa chaudière chez un agriculteur, c'est qu'il puisse mettre dans les devis l'aspect chaufferie. Chaufferie, plaquette, avec alimentation automatisée, parce qu'il a la place, il peut faire un silo, il peut faire des choses. Il met dans le devis, quoi. Il regarde les aides potentielles par rapport à la biomasse énergie, en ayant
une matière première disponible sur l'exploitation. On vérifie quand même que sur 15-20 ans, on a le volume pour faire du chauffage et pas aller acheter le bois. Voilà, globalement, ça va leur coûter 500-600 balles de frais de sortie de trésorerie par an pour faire la plaquette, globalement, à peu près. On compte à peu près 60 mètres cubes, quoi, pour une maison classique. Voilà. Donc, voilà, si on y met peut-être à 10-15 balles, quoi, comme je disais tout à l'heure, c'est à peine plus, quoi. Mais bon, voilà. Mais au moins, il est autonome, quoi. Voilà. Et donc, tout ce qu'on n'achète pas pour une exploitation, c'est mieux. Donc, les chaudières, voilà. Donc, on a des chaudières. Aujourd'hui, je voyais là, il y a des marques autour de vous, hein, pour les éleveurs ou pour d'autres, pour les conseiller. Je trouve que les chaudières, globalement, enfin, ce que je vois dans les exploitations, c'est quand même, j'ai envie de dire sérieux. La maintenance se passe bien, globalement. Voilà. Si c'est bien conçu dès le départ, le fonctionnement marche. Voilà. Donc, et puis c'est une ressource qui est renouvelable, quoi. Voilà. On travaille avec nos produits. Voilà. Et puis une référence, un MAP 85 litres de fuel, et ben plus on pourra valoriser ça, mieux ça sera. Voilà. Donc après. C'est vrai que des hausses de tarifs, les besoins, je trouve que dans les exploitations, il peut y avoir aussi des besoins professionnels. Nous, on a un éleveur qui chauffe des poulaillers Indus avec ça. Voilà, on a du gisement à le vérifier. Voilà, je l'ai dit au niveau du matériel, donc tu peux continuer. Voilà. Oui, là, on avait je parle pour mes collègues, la DUM, là, sur le département du Puy-de-Dôme, et il y en existe dans tous les départements, ces centres un peu de réflexion et qui font bureau d'études aussi pour les agriculteurs. Ça, c'est des choses qu'il faut utiliser dans vos départements. Voilà, donc là, on avait 3 agriculteurs qui se sont montés ensemble pour faire une laiterie artisanale. Et donc, ils ont mis une chaudière, 200 kilos, pour chauffer, et après, ils ont fait un complément avec du gaz. Bon. Voilà, ça date de 10-11 ans maintenant, hein, donc les évolutions, mais globalement, j'ai revu les éleveurs, ils en sont super contents, hein, tout se passe bien et ils n'ont pas changé leur système et ils continuent à alimenter avec leur bois. Donc voilà, donc pour les agris ou pour les conseillers, ayez un petit peu ce réflexe de faire consommer les produits qui poussent sur l'exploitation. Alors, un jeune, et souvent les jeunes, ils me disent, ouais, mais moi je fais du bois de chauffage et c'est bien, quoi. Ben, je dis, ouais, tant que tu as 20, 30, 40 ans, 45 ans, 50 ans, ça va commencer à te calmer. Donc voilà. Donc là, on a un outil qui est aussi automatisé et qui est, je trouve, pratique. Voilà. Bon, enfin là, c'est des rentabilités, c'est des coûts, ça date de 2014. Là, on l'utilise aussi auprès des agriculteurs dans des formations ou des choses plus précises, quoi. Mais globalement, mettez ça dans les tablettes pour voir s'il y a un intérêt ou pas, pour chacun. Ok, donc oui, là, c'était l'exemple, un autre agriculteur qui a mis une petite truc et il est très content du système, réduction d'impôts, il y a des plans chaleur dans tous les départements, il doit y avoir des plans chaleur, il faut aller les vérifier, il faut aller les capter. Souvent, les agriculteurs ne payent pas d'impôts, donc voilà, ils ont aussi des aides, donc il faut en profiter. Dans le cas présent, c'était le... Voilà. Sur la partie aide, puisque les agriculteurs aiment bien finement connaître les aides qu'ils peuvent obtenir, vous avez principalement le fonds chaleur, en fait, qui est géré par l'ADEME, qui prend en charge ce type d'investissement à hauteur. Alors ça, des fois, ça peut être compliqué parce qu'effectivement, il y a des seuils de puissance, mais souvent, vous avez une prise en charge d'une part de l'étude du dispositif, hein, c'est-à-dire que vous avez une audite qui va constater effectivement qu'il y a nécessité, voilà, d'investir, qui va vous faire effectivement le chiffrage. Et après, vous avez, donc ça c'est, je dirais que le diagnostic, les bureaux d'études qui fait ça, en général, c'est 100% pris par l'ADEME. Et après, vous avez une proportion de l'investissement qui est pris en charge par l'ADEME.
Voilà, donc globalement, nous, pour Chambre d'agriculture, voilà, c'est une ressource. Ce bois est une ressource. Il faut le valoriser, il faut l'utiliser, il faut l'entretenir, il faut gérer ses haies. Voilà, c'est un complément sur l'exploitation. Simplement y réfléchir. Et puis, le bon sens, quoi. Globalement, le bon sens paysan continuera. Bon, c'est vrai, il faut dégager un petit peu de temps pour y réfléchir et mettre en place. Donc, nous, on accompagne les agriculteurs pour le faire. Voilà, s'il y a d'autres questions, on les prend avec plaisir. Et on est à votre disposition là pour échanger individuellement si vous le souhaitez. Donc, ça se fait dans beaucoup de départements en France, hein, ce travail-là des chambres autour du bois, quoi, hein. Donc, si vous êtes d'autres départements, n'hésitez pas, quoi. Enfin, allez voir les collègues chambres. C'est bon pour vous? Question, remarque? Vous voulez continuer à faire du bois? Vous allez en faire? Monsieur Lucantal, vous avez du bois chez vous? Vous n'avez pas de bois? Eh bien alors, il faut en planter. Ah oui, on peut vous aider pour la plantation des haies aussi, monsieur. Si vous voulez faire de la plantation, on peut vous accompagner. Vous allez voir la chambre dans le Cantal. Ok, bon, à votre service. Merci. Ouais, on fait des publications, hein. Si vous avez besoin, on a des documents, des fois, des choses comme ça qu'on peut vous remettre, hein, pour accompagner les agriculteurs. N'hésitez pas.